Et le Conseil des ministres de l'Ouada lui-même, qui est composé de l'ensemble des ministres de la Justice d'une part et des ministres des Finances d'autre part. J'ai moi-même été membre du Conseil des ministres, et ce Conseil des ministres qui est chapeauté donc par la conférence des chefs d'État. Alors, je m'appelle Mamadou Ismaïla Konaté. Je suis avocat depuis près de 30 ans. J'ai fait mes études d'abord à Bamako jusqu'au lycée. Et ensuite, après le bac, j'ai eu la chance de venir avec une bourse FAC, la bourse du Fonds d'aide et d'action culturelle, je crois, à l'époque, qui donnait donc des bourses à des jeunes étudiants méritants à l'époque, et puis pour venir poursuivre des études. J'ai été dans un groupe d'une quinzaine, voire d'une vingtaine de personnes qui sont arrivées en France et dispatchées un peu dans toutes les provinces françaises et aussi à Paris, dans la région parisienne, pour aller qui faire du droit, qui faire de l'économie, qui faire de la biologie, qui faire de la philosophie. Et je sais que dans notre groupe, on a été très très peu nombreux justement à franchir le cap du DEUG. Et le DEUG à l'époque, c'est le diplôme d'études universitaires générales, que j'ai dû franchir péniblement, mais que j'ai dû quand même franchir. Quand je venais en France, c'était pas du droit que je voulais faire, c'est plutôt des études de communication. Je voulais être journaliste à l'époque. Mais tout le long, quand j'arrivais là, on m'a dit qu'on ne pouvait pas commencer directement pour faire du journalisme, qu'il fallait donc avoir une préparation à ce niveau-là. J'ai dû faire un DEUG de droit et puis demander une dérogation pour poursuivre en droit. J'ai dû faire ma licence, ma maîtrise et puis ma première année de troisième cycle à Bordeaux avec une petite bifurcation à Pau. Et j'ai eu l'occasion d'atterrir grâce à deux personnes remarquables. Une personne, d'abord mon père, qui n'est plus de ce monde, que je salue, et qui était à l'origine de la mise en relation avec une personne qui travaillait avec Pricewaterhouse. Et j'ai eu l'occasion d'atterrir chez Pricewaterhouse pour faire un premier stage de 6 mois, puis un deuxième stage de 9 mois. Et j'ai appris énormément de choses. Le savoir, le savoir-faire, le tact, la capacité de lire et de comprendre ce qu'on lit, et surtout d'être capable de mettre en œuvre ce qu'on a lu et compris, si tant est qu'on a compris. Et ma pratique professionnelle a commencé ici. J'ai été inscrit sur la liste des conseils juridiques pendant 2 ans, et il me manquait juste une seule année pour compléter cette formation et être inscrit définitivement sur la liste des conseils juridiques quand, dans les années 90, la loi de fusion est arrivée en France. J'ai dû arrêter pour aller à Bamako un 1er octobre de 1992 où j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'expertise comptable, et c'est ce cabinet d'expertise comptable qui était à l'origine d'ailleurs de mon stage chez Pricewaterhouse. J'y ai travaillé pendant 9 mois. Je ne me suis pas beaucoup plu. L'ambiance était assez difficile parce que j'étais le seul juriste, un peu fiscaliste d'ailleurs à l'époque, au milieu d'experts comptables et d'auditeurs. Donc je les suivais dans les missions d'audit, dans les missions d'expertise comptable, pour juste aller relever de temps en temps des problématiques juridiques que l'on traitait. Et au bout de 9 mois, j'ai dû pour la première fois de ma vie démissionner pour aller en entreprise. Et je suis allé développer ce qu'on appelle la tierce détention en entreprise, c'est le gage et la dépossession de l'objet gagé, parce que j'arrivais à Bamako les années 90 où le donneur d'argent, le banquier, et le demandeur d'argent, donc l'emprunteur, avaient une rupture de confiance. On demandait toujours telle somme d'argent pour acheter telle marchandise en vue de l'écouler pour régler la dette, et la dette n'était jamais réglée. Et je suis arrivé à l'occasion d'une émission télévisuelle qui passait et dans laquelle mon excellent patron qui s'appelle Monsieur Dao, qui m'a fait une entière confiance, qu'on avait sollicité pour passer donc dans cette émission, qui m'a dit qu'il n'y avait rien à faire et que c'était plutôt moi qui étais le plus indiqué. Le mieux indiqué du moins, et lui-même était à la tête d'une société malienne de désinsectisation et de dératisation, où il m'avait amené pour me mettre dans la salle de réunion pendant 6 mois. Il me payait 2 fois le montant de salaire que je gagnais. Là où j'étais en expertise, je gagnais 180 000, c'est l'équivalent de 300 € de l'époque. Je suis parti d'ici avec 9 000 francs français, stagiaire professionnel chez Price.
Et il m'avait donné donc 2 fois ce montant-là. Et mon activité consistait surtout à suivre les équipes pour aller sur les sentiers sur lesquels ils étaient, pour m'assurer que le nettoyage était fait, que les désinsectisations étaient faites, que les dératisations étaient faites, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'ils désinsectisaient donc les stocks de céréales. Et il m'a amené dans la zone céréalière la plus importante. C'était la première fois que je franchissais aussi loin les limites de Bamako. Il m'a amené là, justement, pour voir le processus de désinsectisation des céréales. Et c'est là que je me suis rendu compte que ces céréales faisaient l'objet de financement de la banque et que, bon an, mal an, la banque mettait de l'argent en place et puis n'était jamais remboursée. Et j'ai dû donc évoquer la question de la tierce détention, c'est-à-dire la possibilité pour notre société de désinsectisation, après avoir désinsectisé, de prendre possession des stocks pour les garder pour le compte du débiteur d'une part, mais aussi du créancier d'autre part, à charge pour nous de nous libérer le stock que sur ordre du créancier et après que le débiteur ait payé totalement ou partiellement le montant auquel il doit payer pour avoir accès donc à la quote-part à la quantité de stock qui lui revient. Et fort de cela, j'ai dû répiquer avec mon patron justement cette technique-là à Bamako pour les marchandises qui étaient les plus demandées, les commodities, donc le riz, le mil, le sucre, la farine, y compris les matériaux de construction. Et avec mon patron, on s'est fait une activité assez florissante dans ce domaine-là. Quand, à l'occasion de cette activité-là, j'ai eu besoin d'un avocat sur la place à Bamako parce qu'on avait une difficulté. Et j'ai dû passer donc par une collègue dont l'ami était cet avocat-là qui me l'a amené, avec lequel j'ai eu une conversation pour lui remettre l'ensemble du dossier. Et il a trouvé que le dossier était tellement bien aligné, bien rangé qu'en sortant, il revient, il me demande « Mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude ?» Je lui dis « Mais j'ai fait du droit. » Et il se retourne, il me regarde de façon très violente, il me dit « Vous avez tout à faire au barreau, mais vous n'avez absolument rien à faire ici. » J'ai trouvé assez gonflé d'ailleurs, jusqu'au jour où il est venu me prendre mon dossier pour le présenter au barreau. Et c'est comme ça que j'ai passé le concours des avocats et que je suis sorti comme je suis sorti. Et c'est lui à tous les coups et son associé qui avait le bonheur de me dire que j'étais reçu. J'étais d'abord admissible d'une part et totalement admis. Et c'est d'ailleurs à son cabinet que j'ai fait le stage. Et cet avocat est l'un de mes meilleurs amis de la vie de tous les jours et l'un de mes meilleurs et excellents confrères et qui m'a appris à mettre la robe et c'est avec beaucoup de bonheur que je le dis. Il se trouve que je suis plus âgé que lui dans la vie de tous les jours mais qu'il est mon maître au plan professionnel et je lui dois autant de respect que je le chahute à tous les coups. Depuis une dizaine d'années, je suis en train de monter un réseau de cabinets d'avocats autour de Jury Fils Consult, qui est donc le premier cabinet qui a été créé à Bamako, qui a été liquidé à Bamako et transposé donc à Paris, où j'ai le bonheur d'être en association avec un excellent confrère sénégalais, Bakary Diallo, que je salue. Et en lieu et place de Bamako, j'ai créé un cabinet qui s'appelle JFC Avocat Mali. Ce cabinet aujourd'hui est hyper florissant au bout de 3-4 ans d'existence, qui fait son chemin, qui gagne de plus en plus de place, qui gagne de plus en plus en notoriété, et autour de jeunes avocats qui sont les plus performants, que je salue aussi. Et cette initiative a été étendue au-delà du Mali, d'abord à la Guinée-Conakry, autour de confrères guinéens qui sont tout aussi merveilleux, JFC Avocat Guinée, mais aussi JFC Avocat Niamey au Niger aujourd'hui, autour de 5 avocats performants, à la tête desquels notre excellente consoeur Fatoumata Lanto, qui fait du bon boulot, et à Ouagadougou, JFC Avocat Burkina Faso, autour du professeur Loada, qui est un professeur agrégé de droit public, qui est le premier associé avec un autre confrère qui est à la fois avocat à Ouagadougou, Burkina Faso, mais aussi au Canada. Et JFC Avocat qui existe également à RD Congo, autour de confrères merveilleux, qui existe au Cameroun autour d'une consoeur Winnie Nancha merveilleuse, et qui existe au Tchad autour du bâtonnier Laguerre, qui se bat aujourd'hui dans un contexte tchadien assez difficile. La perspective et les objectifs recherchés dans le cadre de ce réseau d'avocats, c'est de réunir des compétences et des talents africains. 50 au moins et 70 professionnels avocats, capables de parler les 4 langues de l'OADA, l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais, et capables d'appréhender également les 2 types de droits.
processuel que l'on met en œuvre, le droit de la civil law et le droit de la common law, pour que dans un objectif de 2027, nous soyons 70 professionnels avocats réunis au sein d'un réseau qui s'appelle ALL, A-L-L, African Legal Link, pour être à la fois capable de poursuivre un client dans tout l'espace OHADA et en dehors de l'espace OHADA, et deuxièmement, d'être capable de pouvoir donner de la production, de la prestation de services dans les différents domaines clés du droit OHADA, et nous accompagnerons les clients de l'espace OHADA vers le monde et du monde vers l'espace OHADA, mais notre vecteur est OHADA. Je pense que c'est une belle organisation, c'est d'ailleurs l'une des meilleures organisations qui a été mise en place en Afrique, qui a installé donc une véritable communauté, non seulement juridique, mais aussi judiciaire. Il faut rappeler simplement que le contexte d'avant l'OHADA, c'était le contexte du fourre-tout. Quand vous alliez rechercher, par exemple, la loi qui s'appliquait en matière de droit commercial, en matière de droit des sociétés ou en matière de droit des commerçants, ou même en matière de règlement des litiges, vous étiez obligé de faire le tour de l'ensemble des États. Ce qui était à la fois fastidieux, mais vous courez le risque éventuellement de tomber sur des lois qui soient désuètes, parce que personne ne pouvait vous dire si la loi était en vigueur ou pas, s'il a été abrogé ou pas. Le deuxième élément, c'est que imaginez la tête d'un investisseur qui soit local d'une part ou même international d'autre part, qui décidait d'intervenir dans une zone, celle que l'on appelle la zone franc, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, qui regroupe à peu près les États parties de l'OHADA aujourd'hui. La difficulté d'abord, de voyager, et deuxièmement, la difficulté d'être au contact de la loi qui soit applicable, et troisièmement, la disparité entre les différentes lois, qui faisait que chaque fois que vous changez de frontière, vous changez de loi, mais également vous changez de monnaie d'ailleurs. Toutes ces difficultés ont fait que, sur la base d'initiatives qui ont été prises, l'OHADA a été conçu dans les années 90, qui a permis donc de réunir ces zones francs, et qui a permis également de réunir dans ces zones environ une dizaine, puis une douzaine, et aujourd'hui ils sont autour de 17, qui ont accepté aujourd'hui de renoncer justement à leur souveraineté de faire la loi, et de laisser donc cette possibilité à cette belle organisation qui est donc l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il revient à cette institution de créer la loi en matière de droit des affaires, mais également d'installer une haute juridiction, la juridiction suprême au niveau d'Abidjan, qui est la Cour commune de justice et d'arbitrage. Dans la démarche de création de la loi, mais en même temps de rendre la loi accessible, je pense que l'OHADA est une parfaite réussite aujourd'hui. Ce qui paraît difficile encore, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir le droit matériel, la loi qui est le droit matériel dans ces différents segments du droit des affaires, il faut aussi les appliquer. Et la grande difficulté, c'est que ces lois sont d'abord appliquées au plan interne, au niveau des États. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la question de la disparité est toujours posée parce que interpréter la loi sur le commerce et la loi sur les sociétés commerciales entre une juridiction commerciale de Libreville par rapport à la juridiction commerciale de N'Djamena et par rapport à la juridiction commerciale de Ngaoundéré ou au fin fond de Caille au Mali peut éventuellement poser quelques difficultés. Même si vous vous élevez encore pour aller rechercher justement cette réponse judiciaire au niveau des cours d'appel, vous n'êtes pas non plus à l'abri justement que les disparités fassent qu'aujourd'hui l'opérateur économique camerounais qui a son prolongement au Tchad puisse éventuellement avoir en termes de décision de justice, qui ne se racontent pas les mêmes choses. Ce qui fait que l'OHADA du droit est une réussite, mais l'OHADA de la justice est une difficulté. Eu égard d'abord, au fait que la loi OHADA est appréhendée au plan national par les juridictions étatiques, donc les juridictions judiciaires en première instance et en appel en principe, et que cette harmonisation de la jurisprudence est faite au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage, dont le siège est à Abidjan. La spécificité, c'est que nous avons une juridiction suprême aujourd'hui qui intervient tardivement. Et qui intervient tardivement sur des matières elles-mêmes qui sont difficiles d'appréhension parce qu'elles sont évolutives.
Elles sont d'autant plus évolutives que lorsque la haute cour, la Cour suprême, statue sur un point de droit donné, il faut que la juridiction d'instance ou la juridiction d'appel elle-même soit au courant que la Cour suprême de l'OHADA a statué et a pris une position. Donc, l'accès à la jurisprudence d'une part et la capacité d'appréhender la jurisprudence pour éventuellement la mettre en pratique au niveau des juridictions d'instance et au niveau des juridictions d'appel constitue une véritable difficulté, ce qui fait que l'OHADA de la justice n'est pas tout à fait une performance aujourd'hui. Ce manque de performance remet en cause l'un des objectifs majeurs de l'OHADA qui est la recherche de la sécurité juridique. Et judiciaire plutôt. La sécurité juridique est atteinte par le droit matériel qui est disponible, mais la sécurité judiciaire aujourd'hui pose des difficultés. Il ne faut pas non plus se leurrer là, c'est que nous avons quelques difficultés au niveau de la justice étatique et que la justice étatique, la ramification de la justice étatique est celle que l'on retrouve également au niveau de la justice communautaire, même si les difficultés sont assez amoindries. Donc au plan judiciaire, nous avons des difficultés et ces difficultés se ressentent encore plus dans la matière de l'arbitrage, où véritablement un acte uniforme existe et que dans la mise en œuvre de cet acte uniforme aujourd'hui, nous rencontrons aussi des difficultés. Les acteurs que nous sommes aujourd'hui, s'il faut exprimer un regard assez critique sur l'OHADA aujourd'hui, les 3 temps de l'OHADA, les institutions ont véritablement donné le meilleur d'elles-mêmes. Les 5 institutions qui existent aujourd'hui, que ce soit la conférence des chefs d'État, que ce soit le Conseil des ministres, que ce soit l'école, l'ERSUMA, qui est donc domiciliée au Bénin, et que ce soit la Cour commune de justice et d'arbitrage, et le secrétariat permanent lui-même ont donné le maximum de leur rendement. Je pense qu'il n'est pas exclu aujourd'hui que l'on puisse réfléchir justement au deuxième temps de ces institutions. Ça, c'est un débat que l'on pourrait éventuellement avoir. Mais sur la question de la performance de la justice, il y a lieu, là aussi, de réfléchir et de donner quelques axes. Alors, au plan judiciaire, je pense qu'il y a 2-3 pistes sur lesquelles il faut réfléchir. J'ai eu l'occasion, moi, dans le cadre d'une interview que j'ai accordée à Jeune Afrique il y a quelque temps déjà, pour parler des 5 pistes de l'OHADA. La première, c'est d'abord la réforme au plan institutionnel. Nous avons aujourd'hui un secrétariat permanent qui est le moteur en œuvre de l'ensemble des décisions qui sont prises au niveau du Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres de l'OHADA lui-même, qui est composé de l'ensemble des ministres de la Justice d'une part et des ministres des Finances d'autre part. J'ai moi-même été membre du Conseil des ministres et ce Conseil des ministres qui est chapeauté donc par la Conférence des chefs d'État. Nous rencontrons des difficultés pratiques. Réunir aujourd'hui la conférence des chefs d'État est une grosse difficulté. Il faut aujourd'hui arriver à harmoniser l'agenda de 17 chefs d'État et ce n'est pas facile. Et deuxièmement, il se trouve aujourd'hui que la conférence des chefs d'État intervient sur des domaines clés. Tout ce qui concerne le traité de l'OHADA et les révisions du traité de l'OHADA et tout ce qui concerne les axes essentiels qu'il faut amener à prendre au niveau de l'OHADA. Ces compétences-là peuvent être maintenues au niveau de la conférence des chefs d'État parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi fréquemment qu'on les sollicite. Je voulais simplement qu'au niveau de la création de la loi qui est du ressort du Conseil des ministres aujourd'hui, compte tenu de la faiblesse de disponibilité des ministres aussi qui ont des agendas assez difficiles, il faut faire en sorte aujourd'hui que l'on puisse peut-être ramener cette compétence de créer la loi des ministres au niveau, par exemple, de ce que l'on peut réaménager au niveau du secrétariat permanent, qui pourrait disparaître pour mettre aujourd'hui un secrétariat exécutif. Un secrétariat exécutif qui pourrait prendre la place du Conseil des ministres, notamment dans la double représentation. Chaque pays peut être représenté par 2 membres. Les 2 membres qui peuvent être donc des ramifications du ministère de la Justice d'une part et du ministère des Finances d'autre part. Mais les secrétaires exécutifs pourraient être des ambassadeurs accrédités plénipotentiaires au niveau du siège de l'OHADA, qui est donc le secrétaire permanent à Yaoundé. Et le travail de ces secrétaires exécutifs qui sont représentés 2 fois par État est de participer justement quotidiennement à l'activité de l'OHADA.
de la création de la loi d'une part, à la mise en œuvre de la loi, au traitement des difficultés que la mise en œuvre de la loi pourrait éventuellement mettre en évidence, y compris aujourd'hui toute l'expertise qui peut nous permettre aujourd'hui de nous assurer en amont et en aval, et surtout durant, de ce que les lois qui sont prises sont des lois qui sont performantes. Donc le lien entre la loi, la mise en œuvre de la loi par le biais des praticiens, mais aussi la réception finale au niveau du justiciable, au niveau des acteurs économiques, sont des vrais indicateurs. Et ce n'est pas tous les jours que l'on peut véritablement réunir le Conseil des ministres, mais aujourd'hui, il y a un secrétaire permanent qui devient un secrétariat exécutif avec une double représentation de gens qui sont totalement indépendants et autonomes, capables de comprendre un peu le fonctionnement justement de la loi et du droit des affaires de façon générale au plan économique, au plan financier, y compris au plan fiscal de même, parce que la loi peut évoluer, sont des indices qui peuvent nous permettre aujourd'hui de pouvoir envisager une réforme institutionnelle au niveau de l'OHADA dans l'unique but de rendre l'OHADA plus performant, plus près des gens et plus près des acteurs aussi, de manière à ce que l'évaluation se fasse de façon constante. Le deuxième élément au plan judiciaire, je pense qu'il faut regarder aujourd'hui par le biais du principe donc de l'échevinage, c'est-à-dire la participation de plusieurs juges issus de plusieurs États de l'OHADA au niveau de la Cour commune de justice d'arbitrage, a donné aussi une certaine faiblesse dans la mise en œuvre. Deux faiblesses essentielles. On a une Cour suprême qui, en cassant les décisions d'instance ou d'appel, ne procède pas au renvoi, procède à l'évocation, avec le risque éventuellement que l'évocation en droit des affaires OHADA est susceptible d'entraîner justement un autre droit national éventuellement, ou un autre droit communautaire qui ne soit pas totalement ou exclusivement OHADA. Le risque pour le juge OHADA d'apprécier des éléments factuels qui comportent d'autres droits que le droit OHADA, mais le juge OHADA, dans une situation de déni de justice, il croit pouvoir bien faire là où il le fait bien par rapport à l'OHADA, mais il ne le fait pas totalement pour tout ce qui n'est pas OHADA. Le deuxième élément, c'est aussi de ramener la réalité du droit OHADA au niveau des juridictions nationales. En faisant quoi, par exemple, aujourd'hui? J'ai proposé que l'on ait, à titre expérimental, dans les grands États de l'OHADA, mais aussi dans quelques petits États de l'OHADA, par exemple, à titre expérimental, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Niger peuvent être des États qui peuvent aujourd'hui mener cette phase expérimentale d'ouverture de chambres spécialisées à l'intérieur d'une ou de deux cours d'appel assez significatives dans le pays, qui permettent par exemple aujourd'hui dans la composition de la chambre OHADA qui est donc de 5 juges, que l'on ait la possibilité par exemple d'avoir 2 ou 3 juges qui soient issus du pays où est située la juridiction et les 2 autres juges qui soient issus de l'OHADA centre d'une part et de l'OHADA ouest d'autre part, sans compter que nous avons des OHADA qui soient à la fois centre et ouest. Je pense notamment à la Guinée équatoriale d'une part et je pense aussi à la Guinée-Bissau d'autre part qui parlent tous ces deux pays-là, l'espagnol et le portugais. Ils peuvent venir en complément justement de la composition d'une chante. Donc nous aurons l'avantage, un, d'appréhender la loi, deuxièmement, d'appréhender la langue qui est aussi expressive de la culture juridique locale, et puis troisièmement, de faire en sorte aujourd'hui que la réalité du droit OHADA, la création de la jurisprudence OHADA n'incombe plus aux juges communautaires, aux juges suprêmes communautaires, mais plutôt aux cours d'appel. Et cette phase expérimentale peut nous donner l'occasion justement progressivement d'aller installer justement le véritable droit OHADA par le biais des juges à l'intérieur de la cour d'appel. Après, on va me dire, oui, mais les juges qui se déplacent, qui va les payer? Ils vont bénéficier des salaires qu'ils ont chez eux. Et le pays qui les reçoit va devoir prendre en charge uniquement les charges autres qui sont créées, notamment le logement, notamment le déplacement, et puis un certain nombre de choses. Je le dis à titre indicatif, ça ne veut pas dire que là-dessus c'est une vérité absolue, mais il est important aujourd'hui que nous puissions ramener le droit OHADA au niveau de la justice judiciaire pour régler tous les problèmes de manque de performance que nous avons à l'intérieur de nos justices nationales et aussi donner l'occasion à la Cour
commune de justice et d'arbitrage, de jouer plutôt un rôle de régulateur du droit OHADA, notamment sur les axes essentiels, sur les axes principaux, sur les principes fondamentaux, sur les orientations qu'il faut donner. Ce n'est que comme ça que l'on pourrait éventuellement sauvegarder notre justice judiciaire en lui donnant une qualité qui soit en standard avec les autres pays. C'est en cela qu'on peut éventuellement acquérir la confiance des investisseurs, mais au-delà également, l'arbitrage, qui est un pan important du règlement de litige, est aussi un dispositif qui peut permettre, dans un encadrement judiciaire, entre guillemets, je vais faire bondir les arbitragistes classiques quand je parle d'encadrement judiciaire, mais c'est dans le sens où en amont, la justice judiciaire est un appui de l'arbitrage, tout comme durant l'arbitrage, tout comme en post-arbitral, c'est de ce point de vue-là que je parle d'encadrement judiciaire de l'arbitrage, peut permettre aujourd'hui de rendre notre arbitrage plus performant. D'abord, en termes de nombre de sentences qui soient rendues, de saisines de sentences qui soient rendues, et puis deuxièmement, en termes de création du droit jurisprudentiel dans le cadre de l'arbitrage qui est important pour demain, après-demain, faire d'Abidjan, par exemple, une place de l'arbitrage au même titre que Paris. Oui, je pense que vraiment le sujet est d'actualité. Aujourd'hui, si l'objectif de base est d'obtenir la sécurité à la fois juridique et judiciaire, à l'exception de la sécurité judiciaire sur laquelle j'ai dit 2 mots, il faut aussi penser à la situation des professionnels qui sont au service du droit. Les premiers professionnels d'abord, ce sont les magistrats, qui sont pour la plupart des fonctionnaires dans des statuts qui soient véritablement réglementés dans nos États. La question de la souveraineté se pose au point qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si on peut déplacer un magistrat malien vers le Sénégal pour qu'il puisse exercer le même métier ou même en dehors du Mali vers la France. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent donner l'impression aujourd'hui que c'est un cauchemar ou c'est un rêve, c'est selon. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut revoir le cadre de la coopération judiciaire. La coopération judiciaire qui a été conçue dans les années 60 nous permettait de reconnaître mutuellement les actes, de reconnaître mutuellement les acteurs et de faire en sorte aujourd'hui que les 2 institutions judiciaires de part et d'autre, les administrations de la justice, les sceaux de la République soient reconnus de part et d'autre. Il faut peut-être envisager la coopération judiciaire aujourd'hui d'abord en termes de reconnaissance mutuelle. La possibilité qui est donnée à un acteur judiciaire, qui soit auxiliaire de la justice ou qui soit magistrat, par exemple, d'être reconnu comme tel. J'ai été très, très fasciné par l'expérience des chambres internationales au niveau de la Cour d'appel de Paris, qui est à la recherche donc du règlement de litige, dès lors que le litige a un élément d'extranéité, lié par exemple au fait que le contrat est conclu en dehors de la France, ou que le contrat est conclu dans une langue, telle que l'anglais par exemple, qui n'est pas la langue officielle en France. Les 2 éléments peuvent permettre aujourd'hui d'appréhender ce litige-là, avec l'accord des parties, de pouvoir trouver le moyen de solutionner ce litige-là. J'imagine demain, après-demain, un groupe de sociétés dont la mère ou l'une des filles est implantée en France et les autres, par exemple, dans la communauté OHADA. Faire en sorte aujourd'hui que les parties, dans le cadre de ces litiges qui sont susceptibles de naître, aient la faculté de saisir l'un ou l'autre des juges. Le juge OHADA, du point de vue de la compétence naturelle, ou le juge judiciaire en France, mais dans l'hypothèse où on pourrait éventuellement, au titre de la coopération judiciaire, donner la possibilité, par exemple, à des juges de la communauté OHADA de venir participer, siéger dans des chambres internationales au niveau de la Cour d'appel. Et le deuxième élément, c'est de donner la possibilité justement par ce biais-là que les juges judiciaires de l'OHADA soient porteurs donc de toute la légitimité OHADA, la connaissance du droit OHADA, la pratique du droit OHADA et surtout les arcanes du droit OHADA, toutes choses qui peuvent être ignorées par le juge français. Et en même temps, ça peut donner l'occasion d'une véritable coopération judiciaire, l'objectif étant de mieux appréhender le litige, de mieux proposer les solutions idoines, de sorte que rien ne puisse être épargné dans l'appréhension de la solution qui donne l'occasion véritablement de résoudre définitivement le litige. Et ce que je dis vaut également pour les professionnels. Aujourd'hui, les avocats se déplacent de part et d'autre, mais il y a des obstacles qui peuvent être en rapport avec une loi nationale qui vous dit que n'est avocat en République de Guinée que les seuls citoyens guinéens qui soient reconnus comme tels, ou des citoyens d'un autre pays
pays qui acceptent la réciprocité. C'est sur la question de la réciprocité justement que le tout se joue. Moi-même, j'ai été l'objet d'obstacles dans ce domaine précis et dans ce pays-là. C'est toujours très difficile justement de pouvoir créer des obstacles lorsqu'un professionnel suit son client. Le client suit le business et le professionnel suit son client dans le cadre du business. Vous avez beau brandir des lois comme obstacle, vous ne pouvez pas empêcher l'avocat de voyager, y compris dans la valise de son client, pour aller régler le problème qui lui est soumis, parce que simplement c'est en lui qu'il a confiance. Le troisième élément, c'est qu'il y a quand même des grandes disparités professionnelles à l'intérieur de l'OHADA. On ne devient pas avocat de la même manière en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'UEMOA, ayant donc cette chance énorme d'avoir au moins un cadre juridique unique et harmonisé, ce qui n'est pas le cas en Afrique centrale et ce qui n'est pas encore le cas entre les différents États de l'Afrique centrale. Il faut une licence par-ci pour être avocat, là où il faut une maîtrise, ou même un master 2 par exemple. Il faut 3 ans de stage ici, là où il en faut 2, là où il en faut 1. Et sans compter que la question de la déontologie, la question de l'éthique, la question de la formation professionnelle sont des sujets majeurs. L'espace OHADA devrait évoluer justement pour prendre en compte cette nécessité absolue d'harmoniser les corps de métier qui s'investissent. Et quand je parle de corps de métier, à l'exception de la justice judiciaire que je mets de côté parce que j'ai parlé donc de l'évolution dans le cadre de la coopération judiciaire, mais le vrai sujet, ça concerne surtout les acteurs auxiliaires de la justice comme les avocats. Parce que les avocats sont appelés à se déplacer, les déplacements sont rendus difficiles par rapport aux obstacles justement liés au visa. Mais en dehors de cela, les obstacles tiennent aussi aux lois obsolètes et totalement désuètes qui régissent les professions d'avocats dans nos États et qui donnent l'occasion justement à des corporations qui sont anti-concurrence de bloquer justement des passages. N'oublions pas que ces professions relèvent de l'universalité. La robe noire est celle qui est portée en Chine, et celle qui est portée en Russie, en Ukraine si vous voulez, en France, en Afrique, partout. La seule différence, c'est que la common law, ils ont juste un petit chapeau, et là où nous on est dégarnis, et on a moins chaud justement en Afrique. Ces questions sont des questions d'actualité sur lesquelles les ordres professionnels devraient sans doute se pencher, devraient sans doute réfléchir et devraient sans doute trouver les perspectives justement de faire évoluer tout cela. Et on est encore dans le domaine du commerce et de la transaction commerciale, et on est aussi en partie régi par les règles et les dispositions de l'OMC justement, et sur ces bases-là, là aussi on est souvent en discorde par rapport à ce qui se passe au plan international, de ce qui se passe au plan local. Vous savez aujourd'hui qu'on peut mener un arbitrage à l'insu de tout le monde dans un pays donné parce que simplement on y a décidé d'installer le siège de l'arbitrage, parce que simplement les lois processuelles sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes ici que là. On n'a pas eu l'occasion de parler de l'arbitrage, mais je suis de ceux qui pensent que le règlement de litige est quand même la perspective la plus importante aujourd'hui pour les avocats que nous sommes. Et c'est pour ça que la formation professionnelle dans ce domaine-ci est d'une importance capitale aussi.